industriel de la région, pour le compte de la région. Puis Thomas Amstutz, responsable du Jet Industrie chez Grand Innov, nous expliquera un peu plus avant les concepts de Jet et de DAS, les acronymes, on va dire. Je reprendrai la main pour vous parler un petit peu du sujet qui nous concerne aujourd'hui, le domaine d'activité stratégique Machine 5.0. Et puis on a prévu aussi un temps participatif via un questionnaire en ligne. Et enfin, une conférence inspirante avec le témoignage de l'Université de Lorraine et d'un intégrateur de la région, Solutech. Alors, je suis Guillaume Serin, je suis chargé de projet industrie chez Grand Innov. Je travaille donc sur le jet industrie et plus particulièrement sur l'animation du domaine d'activité stratégique Machine 5.0. Alors, en introduction, quelques règles pour le bon déroulement des échanges, quelques règles de déontologie. On est beaucoup d'industriels aujourd'hui connectés et d'acteurs de l'écosystème et académiques. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ces quelques règles de déontologie pendant quelques secondes. Oui, j'en profite aussi peut-être pour dire que nous avons démarré l'enregistrement de la réunion. Voilà, donc pour permettre aux personnes qui ne pourront pas suivre le lancement de revoir cette séquence. Et petite question, est-ce que la présentation sera transmise aux participants Oui, à oui, il est l'issue de prévu de la Oui. distribuer. D'accord. Voilà, je pense que tout le monde a pu prendre connaissance de ces règles. Et puis pour la clarté des échanges dans cette réunion, les règles classiques, couper les micros et d'utiliser le chat pour poser vos questions. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin de la séquence. Donc voilà pour ces quelques règles. Et en introduction, donc, je vous propose de vous expliciter un petit peu la définition qu'on se donne au lancement de cette communauté machine 5.0 de la région Grand Est, des acteurs qui peuvent être concernés donc, au lancement de cette communauté. Donc, on va s'adresser aux acteurs des machines et équipements dans leur ensemble, hein. On peut imaginer les fabricants de machines standards, les fabricants de machines spéciales, on peut imaginer les lignes d'assemblage. Donc, ça se veut assez large, une démarche d'ouverture. On distingue aussi différents types d'acteurs sur la chaîne de valeur. On va penser aux fabricants, aux intégrateurs, aux bureaux d'études, aux académiques aussi. Et puis, à prendre en compte aussi la dimension systémique des machines et équipements. J'ai eu un échange encore cette semaine avec un intégrateur de la région Grand Est qui me montrait une vue éclatée d'un robot autonome qu'ils ont développé. Et donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de sous-ensembles technologiques qui vont entrer dans la conception d'une machine. On peut penser à des capteurs, des cartes électroniques, des moteurs aussi. Donc voilà, une définition qui se veut assez large de tout équipement qui peut approcher la production, au cœur de la production ou voire même périphérique. Donc voilà un petit peu pour cette définition. Euh, je vais passer maintenant la parole donc au président du Jet Industrie. On va commencer avec une capsule vidéo de Monsieur Jean-Claude Reverdel, directeur de Sousocom, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Puis je passerai la parole à Marc Troya, directeur général du Rung Grafenstaden et nouveau président du Jet Industrie. Alors je vais lancer la vidéo. J'espère que tout le monde entendra le message de Monsieur Reverdel.
Et on remercie Monsieur Reverdel pour son travail jusqu'aujourd'hui. Je passe la parole à Marc Troya, nouveau président industriel du Jet Industrie. Marc, à toi. J'ai activé ma caméra, je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Alors moi, je vous reçois depuis le bureau de mon CE, puisque mon CE utilise mon bureau. Ils sont plus nombreux, donc je suis dans le bureau du CSE. Je ne vais pas rephraser tout ce qu'a dit M. Reverdel. Ce que je voudrais qu'on arrive à faire pendant cette réunion au début, c'est la mise en perspective. On a cité plein de noms, les Business Act, les plans de relance, Grand Est, le JET, les GT, les DAS. C'est beaucoup de travail stratégique, beaucoup de travail d'organisation, de mise en forme, de réflexion et d'action. Je pense qu'il va être maintenant le temps de déclencher les actions qui sont autour de tout ça. Donc la première chose, on va revenir un peu à l'école. Théorème, définition, propriété. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Guillaume va nous remettre en perspective tout ce que c'est. Et puis à la suite de définition, théorème, propriété, à l'école, on va rajouter les exercices. Et donc les exercices, c'est quand on commence à rentrer dans le dur du sujet. On a encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir continuer nos réflexions, mais il va falloir que très rapidement, on transforme ces réflexions en actions factuelles. Le but étant de faire rayonner la région, de faire rencontrer les entreprises, de faire naître des synergies, de faire naître des opportunités de croissance, de développement. Dans le monde de la machine, on va dire la machine, au sens très large, le bien d'équipement avec soit le hardware, le software, tout ce qui va rassembler les prestations et les intégrations, et tout ce qui va aussi rassembler les personnels pour qu'on puisse exploiter toutes ces machines et tous ces biens d'équipement. L'industrie, c'est de la machine, et l'industrie, c'est des opérateurs, c'est du management, c'est des cadres, c'est des commerciaux, c'est de la valeur. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en action. Et que on puisse garder en esprit la genèse et le chemin qu'on a parcouru, et qu'on se focalise sur le chemin qui nous reste à parcourir. Hop là. Donc, lors de cette réunion, on va commencer par cette mise en perspective. On va essayer de comprendre toute la terminologie pour comprendre ce qui est caché derrière les actions, les réflexions. Et puis la suite de la réunion va plutôt être orientée sur comment on met en œuvre et comment on met en musique toute cette réflexion pour que ça devienne des actions. Voilà, Guillaume. Merci Marc. Alors, je passe la parole tout de suite à Marie Vautravers-Verdier, travaillant à la région Grand Est, pour un petit mot sur la stratégie industrielle de la région. Oui, merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, Marie Vautravers-Verdier, effectivement, je suis chef de projet Industrie du futur et parcours de transformation donc à la région. Tu peux passer peut-être la diapo d'après. Merci. Donc voilà, je vais pas refaire la genèse du BAJ qui a été rappelée par Monsieur Reverdel. Simplement vous dire qu'effectivement, l'idée qui a sous-tendu un petit peu ce qu'on a appelé le Business Act 2, au-delà de l'identification donc, des 4 moteurs du changement qui constituent de véritables leviers de compétitivité pour les entreprises du territoire, je mets quand même un petit peu à part la santé, qui est un domaine très particulier, mais en tout cas, tout ce qui est environnement, industrie 5.0, numérique, ce sont vraiment pour nos entreprises des leviers forts sur lesquels axer les transformations. Et donc, ce qui est ressorti du bas, c'est vraiment la nécessité de fournir des réponses plus efficaces, plus pertinentes, en s'appuyant bien évidemment sur les outils qui avaient déjà été mis en place. Je pense par exemple au diagnostic industrie du futur que nombre d'entre vous connaissent. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'aller encore un petit peu plus loin dans la démarche. Et 2 outils principaux sont effectivement ressortis de ces réflexions. Les jets, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce sera bien expliqué par après. Donc les jets qui sont vraiment des centres de ressources et d'expertise sur le territoire, donc au service de nos industriels, et les parcours de transformation qui se veulent une nouvelle façon d'accompagner les entreprises justement dans les transformations autour des 3 moteurs du changement qu'on a identifiés. Si tu peux avancer, Guillaume, s'il te plaît. Alors, les parcours, qu'est-ce que c'est? Donc, une nouvelle logique d'accompagnement
En fait, l'idée de la région, c'était vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire sortir de la logique de guichet qui était constatée jusqu'alors pour entrer vraiment dans une démarche d'accompagnement personnalisé dans la durée, identification au travers des 3 moteurs du changement des leviers qui allaient pouvoir favoriser la compétitivité de l'entreprise avec toujours vraiment ce souci d'accompagner dans la durée. En parallèle pour la région, ça nous permet également de disposer finalement d'un outil de pilotage, un véritable outil de pilotage, d'avoir des données qui vont permettre d'adapter la stratégie politique de la région sur ces thématiques, de manière à œuvrer avec l'ensemble des partenaires. Ceci est un élément fort. Le parcours de transformation, c'est une dynamique collective, née de la dynamique collective des ateliers du BAGE, mais qui a vocation à se poursuivre également dans la mise en œuvre opérationnelle. Et c'est vraiment cette volonté qui a sous-tendu cette notion de parcours de transformation. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, les acteurs du parcours, alors je ne vais pas forcément détailler les actions de chaque acteur, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais simplement pour vous dire qu'on a vraiment voulu identifier 2 acteurs principaux. Donc bien évidemment l'entreprise, puisque le parcours est un outil au service de la transformation de l'entreprise. Mais comme vous le voyez, même si on se focalise aujourd'hui sur la partie industrielle, le parcours finalement se veut être une espèce d'ossature générale à disposition de l'ensemble des entreprises du territoire. Et à terme, il devrait concerner les entreprises industrielles donc de toute taille, mais également les commerçants et artisans du territoire et les exploitations agricoles. C'est vraiment un outil dont la région a souhaité se doter en lien avec ses partenaires économiques pour aider à faire grandir tous les acteurs économiques du territoire. Un autre acteur phare de cette démarche de parcours, c'est ce qu'on a appelé le référent de proximité. Alors, le référent de proximité, il existait déjà. Simplement, l'idée, c'était vraiment ici de le mettre en avant de manière à ce qu'il devienne réellement, concrètement, l'interlocuteur unique de l'entreprise. Donc, le référent de proximité, c'est celui qui la connaît le mieux, c'est celui qui l'accompagne aujourd'hui sur le territoire. Donc, ça peut être quelqu'un issu des maisons de région, des agences de développement, d'autres partenaires, de chambres consulaires. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui de limite, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec les partenaires, mais c'était vraiment pouvoir permettre à l'entreprise d'avoir un interlocuteur dédié qui allait l'accompagner sur l'ensemble de ses projets, de leur initiation jusqu'à la mise en œuvre, dans la durée, qui allait être sa personne ressource et vers laquelle elle allait se tourner de façon privilégiée finalement pour toutes les questions qui allaient concerner ses projets, son développement économique, l'accompagnement, les leviers financiers. Voilà, c'est vraiment l'interlocuteur de l'entreprise. Celui-ci, par contre, bien évidemment, va s'appuyer sur un ensemble de ressources qu'il va trouver auprès de la région, qu'il va trouver auprès de Grand Innov au travers particulièrement des JET. Et puis, alors, on voit également les consultants 360, mais je vais y revenir, un des aspects du parcours qui est le diagnostic 360. Mais voilà, je voulais un petit peu insister sur cette dynamique et ce positionnement d'acteur qui est aussi vraiment une nouveauté. Alors, comme je le disais, ça existait déjà, mais là, c'est vraiment cette référence du référent qui est importante dans le parcours. Alors, le parcours, c'est 4-5 étapes. Ça démarre par de la sensibilisation, un diagnostic 360, et puis toute une série d'étapes qui vont être mises en œuvre à l'issue de ce diagnostic pour aboutir finalement à la mise en place d'un véritable plan de transformation et des investissements derrière. Alors, sensibilisation, je pense que le terme parle de lui-même, informer les entreprises de tout l'intérêt d'engager des transformations numériques, environnementales, industrielles et les engager, si possible, dans cette démarche de parcours.
Le diagnostic 360, puis c'est un diagnostic donc, qui est financé à 100% par la région, qui a vocation à identifier les niveaux de maturité de l'entreprise sur 7 axes. Donc 7 axes vont être étudiés pendant le diagnostic. Bien évidemment, les 3 axes moteur du changement numérique, industrie 5.0 et environnement, mais également des axes plus traditionnels comme les aspects financiers, les aspects RH, les aspects commerciaux, etc., de manière vraiment à ce que l'entreprise, à l'issue de son diagnostic, ait la capacité d'évaluer sa maturité à un instant T et également d'évaluer en lien avec le consultant et encore une fois avec son référent de proximité, la maturité cible qu'elle devrait atteindre pour progresser, pour se développer. Donc, le rendu de ce diagnostic, ça va être l'évaluation de la maturité et la détermination d'une feuille de route, quels sont les domaines dans lesquels je dois progresser. Pour pouvoir répondre à cette feuille de route, on a mis en place ce qu'on a appelé donc, des modules transformants. Ce sont finalement des modules d'accompagnement qui vont permettre d'approfondir, alors actuellement uniquement sur les 3 moteurs du changement, d'approfondir les sujets. J'ai une problématique numérique, par exemple RP. Avant d'aller chercher un offreur de solutions, je travaille avec mon offreur de solutions d'accompagnement pour voir quel est spécifiquement mon besoin et en phase finale, aboutir à un cahier des charges qui va me permettre d'aller sélectionner le bon offreur de solution, la bonne solution qui va être ensuite intégrée et in fine financée. C'est dans cette partie-là que vont intervenir les JET. Donc, vous les avez ici un petit peu en parallèle, mais en fait, on verra sur la diapo suivante qu'ils sont totalement intégrés dans la dynamique. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir ce parcours de bout en bout avec cette multiplicité d'acteurs. Alors, cette diapo-là est un petit peu plus riche. Alors, on va pas, l'idée, c'est pas aujourd'hui d'entrer dans le détail, mais je voulais vraiment vous montrer la dynamique du parcours en lien avec les JET. Donc, alors c'est un petit peu petit, mais vous retrouvez totalement à gauche donc le diagnostic 360, à l'issue duquel, donc comme je vous le disais, on va établir une maturité et une feuille de route. Et là, on va tout de suite, on le voit sur le deuxième encadré, centre de ressources JET, les JET qui donc comprennent à ce stade des offreurs de solutions d'accompagnement qui vont aider l'entreprise à pouvoir approfondir son besoin et définir son cahier des charges. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans le premier rond de gauche, les modules. À l'issue des modules, le cahier des charges est défini, le chef d'entreprise a validé son besoin et la solution qui lui était proposée. Là, l'entreprise a vraiment le choix du go-no-go à chaque étape du parcours. Hein. Ce n'est pas parce qu'on s'engage dans le parcours qu'on ne peut pas en sortir à tout moment. On peut également y entrer lors des différentes phases. Et à l'issue de ce module, on fait de nouveau intervenir les JET, donc cette fois-ci pour l'identification des offreurs de solutions qui vont répondre le mieux aux besoins qui a été décrit dans le cahier des charges. Une fois cette identification d'offreurs de solutions faite, un offreur est ensuite sélectionné par l'entreprise et on entre complètement à droite dans la partie mise en œuvre qui va pouvoir mobiliser également ici des soutiens, des leviers financiers, organisationnels qui vont faire appel à la fois aux dispositifs financiers de la région, mais également de partenaires en fonction des différents sujets industriels, environnementaux ou autres. Donc, c'est vraiment cette dynamique où on voit vraiment le travail, je dirais, étroit qui est mené entre le parcours et l'appel je dirais, aux ressources constituées au sein des JET qui sont pilotés par Grand Innov. Alors, je ne vais pas entrer forcément plus dans le détail puisque ça va vous être expliqué de façon plus détaillée. Alors, en termes de calendrier, simplement vous dire que le diagnostic, la phase, il y a eu une phase expérimentale, mais là, on est vraiment en train d'enclencher la dynamique du parcours. Les prochains diagnostics vont démarrer là, incessamment sous peu, courant mars, et on va pouvoir vraiment commencer à dérouler de façon opérationnelle sur l'ensemble du territoire, à la fois les diagnostics, les modules,
et les programmes de transformation qui vont faire appel aux offreurs d'accompagnement d'une part et de solutions techniques d'autre part. Voilà, donc là c'était simplement pour vous montrer un petit peu de quoi on parle quand on parle de module Industrie 5.0. Donc, comme on vous le disait précédemment, il y a aussi des modules environnementaux et des modules numériques. Mais dans l'industrie, on a construit pour l'instant ces 7 modules-là. Je ne vais pas forcément les reprendre à l'oral, vous les retrouverez dans la présentation. Et simplement, ça permet aussi de faire un petit peu la correspondance donc, avec le JET, puisque le JET a vocation à pouvoir identifier des offreurs de solutions qui vont venir alimenter ces différents modules. Et puis le DAS qui fait partie du JET, donc comme ça a été dit précédemment, qui constitue vraiment une force de conseil et le think tank, un des think tanks du JET Industrie. Voilà, petite présentation un petit peu rapide pour vous dresser un peu le portrait, la dynamique collective qui se met en place autour de cette notion de parcours de transformation. Mais je reste bien évidemment à votre disposition s'il y avait des questions à l'issue de cette présentation. Merci, voilà Thomas, Marie. je vais essayer de respecter les 5 minutes. C'est très bien pour cet éclairage sur les parcours et les jets. Et Thomas, du coup, je te passe la parole, responsable du Jet Industrie chez Granthinov, pour nous démystifier les concepts, les acronymes Jet, DAS. Merci Guillaume et merci Marie pour avoir posé le cadre de l'action régionale. Et peut-être juste aussi un mot pour dire que quand même l'axe machine et équipement, c'est un axe stratégique pour la région, hein. On vous le redira, mais la région Grand Est vraiment se différencie des autres régions françaises parce qu'elle a un fort ancrage dans les métiers de la mécanique et c'est en termes de mécanique, de construction de machines, on est probablement la région la plus riche en offreurs. Et donc, c'est vraiment une formidable opportunité aussi qu'on a tous autour de la table de profiter de cet élan pour vous projeter aussi sur les marchés nationaux, sur les marchés internationaux, puisque les biens d'équipement, voilà, par définition, sont des biens qui s'exportent pour la plupart. Donc, Marie nous a expliqué l'articulation des jets dans le dispositif régional. Et donc, on est vraiment le centre de ressources et d'expertise dont nos interlocuteurs principaux sont les offreurs de la région et les acteurs académiques aussi qui sont là pour ressourcer dans la dimension recherche ces offreurs. Donc vraiment, j'insiste pour dire que notre focus se porte sur les offreurs de solutions, vous qui êtes tous là aujourd'hui. Donc la finalité, c'est vraiment de travailler sur vos offres pour les rendre performantes, compétitives, concurrentielles, qu'elles soient toujours au meilleur état de l'art. Donc cette dynamique des jets, c'est un dispositif très innovant que la région Grand Est est la première à expérimenter par le biais de la création de communautés. Et donc on espère qu'à l'intérieur de cette communauté, on va susciter des rapprochements, des mises en relation, des partenariats pour vraiment dynamiser ce secteur et faire naître des envies de projets ambitieux. Donc, la mission, c'est aussi d'accompagner les offreurs sur les dimensions commerciales, technologiques, organisationnelles et financières. Et on a déjà pu, avec certains d'entre vous, avoir des échanges préalables pour comprendre un petit peu vos ambitions, vos projets et connaître un petit peu les difficultés ou les freins que vous pouvez rencontrer. Donc on a déjà une certaine dynamique qui est engagée et donc on se tiendra à votre disposition. Il faudra en tout cas nous contacter si vous avez des projets, des questions, que vous rencontrez des difficultés, que vous cherchez un partenaire technologique, il ne faudra absolument pas hésiter à nous contacter.
Donc le JET, c'est un, c'est donc un outil qui n'a pas réellement de structure juridique, mais on veut avant tout que ce soit un espace d'échange et de collaboration. Euh, la région étant très vaste, et ben on a aussi le souhait de se rapprocher des particularismes territoriaux, hein, puisque chacun des territoires de notre région est marqué par un héritage industriel avec des forces et des particularités qui le caractérisent. Guillaume, je te propose de passer au slide suivant. Donc les quatre missions du JET, comme les a énoncées Jean-Claude Reverdel dans sa petite capture, on les voit ici à l'écran. Alors je m'attarderai un petit peu plus sur la première, mais donc la deuxième contribue à la transformation. Bah, c'est exactement les explications qu'a donné Marie. Et donc, je voudrais peut-être juste rajouter que effectivement, les modules transformants, on a pu apercevoir le module numéro 1 qui s'appelle automatisation, robotisation, connectivité des process. Ça va être ce premier module numéro 1 va vraiment être un levier pour booster la modernisation du parc productif de nos industriels. Les travaux qu'on va mener à l'intérieur du DAS, les réflexions qu'on va mener, vont aussi permettre d'enrichir ce module pour qu'il soit plus efficace, plus pertinent, en phase avec les enjeux. Et en particulier, on y mentionne la robotisation, qui est probablement aujourd'hui un parent pauvre dans nos PME. Hein. Donc, on a l'intention de mener des actions pour accroître l'adoption de la robotisation au même titre que la connectivité des process, donc la dimension data, contrôle des process. La dimension d'anticiper, donc tous les travaux et les échanges qui ont eu lieu lors du Business Act ont fait apparaître du côté de nos industriels et de nos offreurs des difficultés à recruter. Mais aussi un monde qui change avec une accélération du numérique dans toutes les entreprises et une nécessité de remettre à niveau des compétences. Donc, on a voilà, d'autres travaux transversaux qui sont engagés avec des collègues du JET et avec les services de la région pour vraiment chercher à mieux comprendre les besoins des entreprises. Pour notre cas, ça va être les besoins des offreurs, hein, ça va être notre focus, mais aussi les besoins de vos clients qui vont exploiter vos machines. Et donc, on vous fera probablement passer, on vous appellera à contribuer à des enquêtes qui vont nous permettre de mieux qualifier vos besoins. Et la dimension rayonnement, et ben là, on va s'apercevoir quand on va travailler sur les thématiques que bien qu'on ait des forces présentes sur notre territoire, on va peut-être s'apercevoir que dans les chaînes de valeur, on a des maillons qui sont manquants. Et donc l'idée, c'est que sur ces maillons qui sont manquants, on va pouvoir faire appel à des compétences extérieures pour pouvoir venir compléter notre chaîne de valeur. Et pour identifier ces maillons manquants, on va s'appuyer sur les travaux de cartographie que nous sommes en train de mener et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Je reviens sur le premier axe, hein, sur la structuration qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a déjà dans le terme communauté une première volonté qui est de rassembler les académiques et les offreurs. Donc de faire connaître hein, à l'échelle du Grand Est les expertises très pointues et très spécifiques qui sont développées dans nos laboratoires, dans nos centres techniques, dans nos CRIT. Les faire connaître. On se rend compte que la région est vaste et que ces expertises ne sont pas encore bien connues de tous. Donc vraiment, on va encourager des Alsaciens à travailler avec des laboratoires de Champagne-Ardenne qui sont détenteurs de certaines expertises spécifiques, par exemple. Donc il y a vraiment cette volonté de créer ce dialogue entre les académiques et les offreurs.
Donc, il est important pour nous qu'on arrive vraiment à identifier le maximum d'intervenants sur cette chaîne de valeur. Et Guillaume vous expliquera un petit peu les travaux qu'on a fait dans ce sens. Euh, et quand on parle de mise en relation, eh ben nous, on va apporter une aide pour construire des mises en relation autant entre des clients et des fournisseurs, mais ça peut être des relations entre offreurs dans l'idée de créer des partenariats ou dans l'idée, par exemple, de répondre sur des dossiers qui sont complexes, qui nécessitent d'additionner les expertises de plusieurs offreurs. Et donc, comme je l'ai dit aussi, de la mise en relation entre des académiques et des offreurs. Voilà. Ensuite, oui, Guillaume, la slide suivante, si tu veux bien. Donc ces communautés, on les a appelées des domaines d'activité stratégique. Et donc, vous allez voir au sein du jet industrie, ces DAS ne sont pas nombreux, mais ils sont très ciblés. Ils ont vraiment cette dimension stratégique hein, parce qu'ils correspondent à un enjeu du territoire qui a été identifié avec les services de la région et avec nos observations à tous. L'idée, c'est que donc en réunissant cette communauté d'experts autour de cette thématique, on puisse avoir ce rôle de think tank pour détecter les tendances technologiques qui sont à l'œuvre et pouvoir délivrer à l'ensemble de la communauté des informations sur les tendances, sur l'état des marchés. Donc vraiment, voilà vraiment l'ambition qu'on a. Et à l'intérieur de ce DAS, on se fixe comme plan d'action de construire une feuille de route sur laquelle on aura identifié différentes pistes de travail. Et donc, voilà, on a senti le dynamisme et la volonté de Marc Troya pour que tous ensemble, on arrive à transformer en action ces ambitions. Et Guillaume, je te propose de passer au slide suivant, voilà, où là, on vous explique un petit peu plus sur un niveau opérationnel comment on imagine le fonctionnement. Donc en fait, le DAS, il sera une communauté qui aura deux cercles. L'idée, c'est d'avoir un groupe de travail composé donc d'un nombre réduit de personnes hein, pour qu'on puisse travailler en toute agilité et de façon opérationnelle. Donc l'idée, c'est que ce groupe cœur il sera composé de 10 à 20 membres. Et ben, au départ, on aura aussi un certain quota qu'on respectera entre les différents territoires, mais aussi surtout entre le monde académique et le monde des offreurs technologiques. Donc, on a l'ambition que dans ce collège, il y a à peu près un tiers du collège qui soit représenté par des acteurs académiques. Et le deuxième cercle, eh bien, c'est la communauté élargie. Donc aujourd'hui, voilà, on a essayé de solliciter le maximum de personnes qu'on avait identifiées dans nos premières investigations. On doit avoir aujourd'hui autour de cette visio, je dirais une cinquantaine ou une soixantaine d'offreurs. En réalité, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, nous allons continuer à rassembler les offreurs qui n'ont pas pu participer à notre événement aujourd'hui. Et puis, ben, j'invite tous ceux qui sont autour de leurs écrans à faire passer le mot à leurs confrères, à leur écosystème, pour inviter les acteurs de cette thématique à venir nous rejoindre. Donc aujourd'hui, au sein du Jet Industrie, donc 4 DAS ont été conçus. Donc à côté du DAS Machine,
La région a eu l'intention de développer une action spécifique autour de la fabrication additive. Alors pour quelle raison? Parce que on est sur une technologie émergente où il y a des opportunités énormes qui existent aujourd'hui. Il existe un dynamisme incroyable dans le monde de l'expérimentation, dans le monde au niveau de la propriété industrielle. Il y a dans le monde à peu près 1000 brevets par an qui sont déposés sur les thématiques autour de la fabrication additive. On a en région des acteurs qui représentent, qui sont à l'origine d'au moins 3 procédés de fabrication additive sur les 7 procédés qui existent. Et enfin, la thématique de la fabrication additive, elle est très pertinente dans notre région puisque elle pourra s'appuyer sur nos ressources et nos offreurs fabricants de machines, puisqu'il va falloir imaginer le passage à la phase industrielle de la fabrication additive avec de nombreuses nouvelles machines à imaginer et des process à imaginer pour la faire passer au stade industriel. Donc, on aura l'occasion d'en parler à l'occasion du lancement de ce DAS qui aura lieu le 29 mars. Certains d'entre vous sont déjà informés, sont déjà impliqués dans cette communauté. On a fait passer un Save the Date hier pour réserver les dates. Mais encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez identifié autour de vous des gens qui sont acteurs sur la fabrication additive, à les renvoyer vers nous pour qu'ils puissent participer au lancement. Le troisième DAS important porte sur les matériaux. Alors ça, c'est la terminologie résumée, matériaux, mais en fait, derrière, il y a vraiment une volonté de mettre l'accent sur les nouveaux matériaux. Et puis évidemment, comme vous avez tous vu que la dimension environnementale, c'est un des 4 moteurs du changement, l'environnement, en fait, on souhaite le retrouver partout. Il faut que ce soit une constante dans nos préoccupations. Et donc, au niveau des matériaux, on va bien sûr s'intéresser aux matériaux qui permettent de réduire les empreintes carbone, à des matériaux biosourcés, à des matériaux dont on peut assurer un approvisionnement local. Et encore une fois, on comprend tout de suite qu'il va y avoir une synergie très forte entre matériaux et process, donc les machines, entre matériaux et fabrication additive. Donc on est vraiment dans un ensemble synergique et on espère qu'il va vraiment accélérer les dynamiques sur ces différentes dimensions. Le quatrième thème des organisations agiles, alors on est davantage en réflexion sur ce sujet-là, parce que c'est pas un sujet technologique, il est un peu plus délicat, à appréhender, mais la volonté qu'on a derrière, c'est d'aider nos entreprises à être plus agiles, arriver à être plus à l'écoute de son environnement, arriver à intégrer les dimensions des nouvelles générations de salariés qui sont en quête de sens, arriver à intégrer le numérique et le management pour en faire des organisations plus réactives. Donc voilà, des enjeux énormes. Donc les travaux de réflexion sont en cours avec certains d'entre vous et on vous tiendra informé évidemment de l'avancée de ces sujets. Guillaume, je te laisse la main sur la suivante. Merci Thomas pour toutes ces informations. Alors, en tant qu'animateur du domaine d'activité stratégique Machine 5.0, je vous propose de vous expliquer un petit peu le travail réalisé et puis les quelques pistes déjà identifiées pour la future feuille de route à construire ensemble. Alors, un gros travail déjà réalisé sur la partie référencement. Un des objectifs effectivement de cette communauté machine, c'est de vous identifier et de bien vous connaître pour créer le plus de connexions possibles, de synergies et d'opportunités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est connecté à une dynamique nationale qui a émergé via la création de la nouvelle filière stratégique Solutions Industrie du Futur. Donc,
On a signé une convention a été signée entre l'Alliance Industrie du Futur, Gimelec, et la région Grand Est, et ça nous a permis d'amplifier le travail qu'on réalise en connexion avec le national, et notamment via la participation à un groupe de travail machine, qui a donné lieu à un premier livrable, qui est une matrice de segmentation des filières pour pouvoir mieux vous connaître et mieux vous cartographier. Donc cette matrice est assez complète et elle classe en fait les équipements en fonction du type de process industriel visé, à savoir continu, batch ou discret, et puis de la typologie d'équipement et je dirais leur proximité par rapport à la production, au cœur de la production ou un petit peu plus périphérique. Donc cette matrice va nous donner un premier axe de classification, on va dire. Et un des intérêts, c'est que un des objectifs aussi de toute la démarche industrielle région étant d'aboutir à une plateforme de mise en relation dans laquelle on va vous référencer, eh bien, on va pouvoir anticiper une future synchronisation avec la plateforme de la filière Solutions Industrie du Futur au niveau national, donc en visant une synchronisation automatique, voire semi-automatique. Donc ça, c'est le premier axe sur la partie cartographie. On a également travaillé donc, sur la chaîne de valeur des machines et équipements 5.0 que vous voyez représentée ici. On l'a voulu, je dirais, la plus exhaustive possible sur le cycle de vie de la machine, en y incluant effectivement la partie homme et également la partie environnement. Donc, on va y retrouver différents types d'acteurs, hein, que ce soit les bureaux d'études, les intégrateurs, les académiques, en première étape aussi sur la partie R&D conception. Donc, cette chaîne de valeur va nous donner un deuxième axe d'analyse et de cartographie et potentiellement permettre donc justement des connexions entre différents acteurs sur la chaîne de valeur et d'identifier potentiellement également des manques dans la région Grand Est, un des objectifs aussi du domaine d'activité. Alors, actuellement, sur l'identification, on a mené un gros travail sur la base des données disponibles dans les bases sirènes et sur la base des codes NAF pour identifier jusqu'à présent les acteurs de ce domaine d'activité stratégique. Donc, en fait, on a identifié environ 270 offreurs représentés sur le fond de carte ici présenté de la région Grand Est. Si vous avez reçu l'invitation à cet événement, c'est que vous avez effectivement été identifié. Après, on va essayer d'aller plus loin aussi pour mieux vous connaître et vous référencer. Et Thomas aura un petit mot sur la slide suivante là-dessus. Quelques remarques. Effectivement, dans ces 270 offreurs identifiés jusqu'à présent, on a une large majorité de TPE, PME à 90%, donc c'est un point à garder en tête. Et on a également, pour l'instant, je dirais une bonne répartition entre fabricants de machines standards, fabricants de machines spéciales, et puis, je dirais, briques techno, automatisme. Actuellement, on a peu d'intégrateurs robotiques identifiés, une petite dizaine, donc il y a peut-être un focus à mettre aussi sur ce point-là. Donc ça, c'est le travail d'identification. Et effectivement, pour aller plus loin, Thomas, on a lancé, dans le cadre budget industrie, un appel à manifestation d'intérêt que vous avez peut-être vu passer, qui est en fait un questionnaire qui va vous permettre de vous référencer dans le jet et cette communauté machine. Thomas, tu avais un mot à dire là-dessus? Alors oui, juste un mot là-dessus. Les chiffres que vient de présenter Guillaume sont issus d'études et d'investigations que nous avons menées de notre côté. Cependant, il est important de comprendre que nous souhaitons identifier les offreurs qui souhaitent rejoindre cette communauté. Donc, on demande une action de votre part pour manifester votre intérêt à rejoindre cette communauté. Et donc, on vous demande de le faire par l'intermédiaire de cet appel à manifestation d'intérêt, de manière à rentrer de façon officielle dans un process de référencement.
Et juste pour vous dire un mot, donc dans ce processus de référencement, on va effectivement vérifier un certain nombre de critères, hein. Évidemment, l'offreur, il doit être installé, il doit avoir des salariés en région, mais il doit aussi répondre à des critères de pertinence par rapport à ce DAS équipement et machines. Et ensuite, enfin, pour que ce soit tout à fait légitime, ce référencement, le process se termine par le passage devant un jury qui regroupera des membres du JET, de la région Grand Est, de l'État et aussi un représentant de l'AIF. À ce jour, on n'a pas encore recensé un nombre important d'offreurs machines et équipements sur cette AMI. Pour vous donner un ordre d'idée, on ne doit pas dépasser une quarantaine aujourd'hui. Donc vraiment, je refais cet appel. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur ce lien. On va aussi vous mettre l'adresse sur le chat pour que vous puissiez le faire plus facilement éventuellement. Et alors, on vous demande aussi un exercice de synthèse euh, pour décrire votre activité de façon synthétique. Donc, l'idée, c'est que tout le monde un peu avec le même format sur 400 caractères de mémoire. Et puis aussi juste un mot, donc on est en préparation de l'événement 360 Grand Est, au cours duquel il y aura des espaces qui permettront à un certain nombre d'offreurs de se faire connaître, de se mettre en avant. On aura une dizaine de petits stands sur le track industrie. Euh, pour ceux qui auront répondu avant le 7 mars, ils auront une priorité pour être sélectionnés sur un de ces espaces d'exposition au 360 Grand Est. Et puisque je parle du 360, j'en profite aussi pour vous dire que donc on a l'ambition de dévoiler au public la plateforme JET, qui comportera donc un site internet qui comportera une cartographie qui permettra de visualiser les acteurs sur les différentes thématiques, qui permettra de filtrer aussi pour faire des recherches. Donc ça, c'est particulièrement intéressant puisque ça va être un outil que pourront consulter les industriels qui sont à la recherche d'équipements. Et donc, sur les machines, on a aussi l'intention d'indiquer les spécialités par secteur, puisque au sein de la communauté machine, on aura des spécialistes de l'agroalimentaire, des spécialistes du textile, sur les différents secteurs industriels. Guillaume, je te repasse la main. Oui, merci Thomas. Je vois que Marc a peut-être un mot à dire. Marc, je te passe la parole. Oui, juste, je voulais juste dire une chose. Il suffit de prendre son téléphone et de regarder le QR code et ça marche. Donc, on peut le faire en direct dans la réunion pour avoir le site web pour pouvoir se présenter. Et ma collègue Julia a aussi rajouté le lien qui vous permet d'accéder directement au questionnaire. Merci Thomas. Et je passe maintenant donc au deuxième travail qui a été réalisé jusqu'à présent, donc qui a consisté en une série d'interviews auprès d'une dizaine d'acteurs de la région pour commencer à imaginer les pistes de travail collaboratif et un premier dessin de la feuille de route qu'on pourrait construire dans cette communauté machine. Voilà, donc on a posé quelques questions et on a orienté ça effectivement sur une partie attente client, parce que comme le focus, c'est un focus offreur, et donc sur l'offre qui a besoin de répondre au mieux à la partie aux attentes des clients, et également sur un focus sur la partie innovation. Un des gros objectifs de cette communauté étant d'amener vous, offreurs, fabricants de machines et équipements, vers le 5.0. Donc, au niveau des attentes des clients, on note la performance énergétique et l'impact environnemental. Donc, dans le monde qu'on connaît actuellement, c'est cette prise de conscience environnementale qui est de plus en plus prégnante. Donc, il y a un virage à certainement ne pas rater là
correspondre aux futures attentes. La maîtrise des délais et la gestion de la supply chain, bah, ça on a pu le voir avec la crise Covid, certainement aller vers des cycles d'approvisionnement plus courts et plus locaux peut être un axe de travail intéressant, proposé. Un besoin d'avoir des machines plus intelligentes. Donc là, j'ai noté voilà, un besoin il y a un gros enjeu, je pense, là-dessus pour que les machines puissent s'intégrer plus rapidement dans le paysage de production. Et puis également, peut-être un sujet lié aux compétences, avec parfois une difficulté à trouver des compétences bah, qui sont en capacité de gérer ces machines complexes et ces équipements. Et du coup, si la machine peut soulager un petit peu cette partie-là, c'est une attente client. Et enfin, l'ergonomie homme-machine, bon, bah, ça, c'est un point qui est bien pris en compte. Et certainement que ça pourrait être intéressant de voir jusqu'où certains sont allés dans ces interfaces, bah, qui est un sujet récurrent dans l'industrie, à savoir essayer d'avoir la même ergonomie que ce qu'on a tous dans notre quotidien sur les téléphones portables. Donc voilà, quelques attentes clients, quelques pistes de travail collaboratif qu'on pourrait mener ensemble et des retours d'expérience qu'on pourrait partager. Sur la démarche d'innovation, un constat qui a été partagé un petit peu par tous les acteurs, c'est pas une question de technologie, mais plus de temps disponible, de moyens financiers et de ressources humaines limitées. Donc là, par rapport aux axes rappelés par Thomas, bah, effectivement, on va imaginer des dispositifs dans cette communauté qui permettraient de mobiliser potentiellement les financements existants. Et puis aussi le travail sur les compétences. Donc on peut imaginer même aller jusqu'à mutualiser des compétences via la plateforme. Donc c'est ouvert et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous pour voir où vous avez des problèmes, des freins à lever. Et puis, toutes vos suggestions sont les bienvenues. Et c'est aussi l'objet du questionnaire qui va arriver après ce petit temps-là. Un point particulier, bah, en général à l'industrie, c'est les temps d'investissement assez longs, les temps de développement et les cycles de décision aussi. Il y avait ici un enjeu qui était ressorti sur convaincre le client qui ne voit pas toujours l'intérêt bah, de ces nouvelles thématiques. Enfin, il ne voit pas forcément toujours le ROI, donc il y a peut-être un travail sur la partie avant-vente et message commercial à réaliser. Et puis enfin, bah, une posture innovante et proactive peut faire la différence. Et on espère que voilà, il va y avoir des partages, des choses qui vont inspirer cette démarche-là, en créant des connexions au sein de cette communauté. Ça, c'est sur la partie attente client et innovation. Et puis, dans l'enquête, on a quelques thématiques prioritaires pour vous, offreurs interrogés, qui sont ressorties. Donc, on en a quelques-unes ici. Moi, je peux illustrer effectivement la partie connectivité machine, convergence IT-OT. J'ai travaillé par exemple dans ma précédente vie pour un client, un grand groupe pharma sur un projet de connectivité machine où on a connecté tous les équipements de laboratoire. Et c'est vrai que c'était un projet d'envergure et sur lequel on a passé beaucoup de temps à qualifier les données qui sortaient des équipements des machines. Et on voit maintenant que certains protocoles comme OPC-UA permettent de modéliser, de créer un modèle de données générique et qui permet d'aller plutôt vers du plug and produce et de gagner du temps justement sur l'intégration des équipements, je dirais, dans le paysage de production. On en discutait avec Marc Troya qui parlait de time to production, donc gagner vraiment du temps sur la mise en service et ces choses-là. Donc les autres sujets, maintenance 4.0, sujet bien connu qui découle aussi de l'arrivée des technologies IA dans le paysage. Robotisation, cobotisation, gros sujet dont l'État s'est emparé maintenant depuis un moment, du fait du retard souvent affiché de la France au niveau des robots dans les lignes de production. Réduction de consommation énergétique matière, donc on en a parlé avec la prise de conscience environnementale et puis aussi la crise énergétique que subissent tous les clients industriels actuellement. Jumeaux numériques, grosse thématique dont
On va avoir une illustration dans la séquence d'inspiration. Et puis, j'ai envie d'appeler ça un petit peu le Graal, la machine flexible, pour répondre aux enjeux de l'industrie du futur sur tout ce qui est partie batch one, qu'on peut appeler la particularisation du produit pour chaque client. Et donc là, effectivement, on aurait besoin de machines en capacité de se reconfigurer, parfois de reconnaître le produit qu'elles doivent usiner. Donc voilà un petit peu toutes ces thématiques inspirantes qui sont les premières pistes de travail pour la communauté. Je vois que Marc, tu as peut-être un commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, tu es en mute. Ton micro est coupé, ouais. Pardon, Voilà. oui, j'avais recoupé le micro. Bon, ce sont effectivement les grandes thématiques partout, on va dire dans l'Est et ailleurs en France, ailleurs dans d'autres pays. Et ce sont effectivement ce sont les grandes solutions qu'il va falloir qu'on développe. C'est évident. C'est pas uniquement les 10 acteurs qui ont été interrogés, c'est tous les acteurs que je rencontre qui ont ces mêmes projets en majorité. D'accord. Il y a déjà des solutions qui existent sur lesquelles on peut s'appuyer. Tu parlais effectivement de certains protocoles de dialogue, etc. C'est presque facile à mettre en œuvre. Il faut juste se convaincre qu'on doit le faire. Ok. Bah, j'espère que le questionnaire va confirmer tout ça aussi. On a des questions dedans liées justement à amplifier un peu les résultats qu'on a pu avoir dans cette première enquête. Voilà, c'était un peu les informations de ce qui a été réalisé et de ce qu'on peut envisager par la suite dans cette communauté. Jérémy, je vois que vous avez une question. Oui. Bonjour à tous, Jérémy Guignard, Technologie and Stratégie. Petite question sur une subtilité, mais qui vient des découpages. Sur la slide précédente, il était évoqué le jumeau numérique. Le Oui. jumeau numérique, on le met dans le jet industrie ou dans le jet digital? Enfin, les deux approches sont possibles pour traiter du cas particulier du jumeau numérique. Est-ce que les découpages vont pas engendrer des sujets ou des thématiques enfin, qui pourraient être reprises dans deux jets, mais qui doivent être traitées par l'un de ces deux jets? Guillaume, Ouais, Thomas. je peux peut-être Oui, vas-y. répondre. Donc effectivement, les questions de technologie immersive, elles sont effectivement traitées dans le cadre d'un DAS du jet numérique hein, qui s'appelle technologie immersive. Et donc, au sein de ce jet numérique, on va s'intéresser vraiment à aller très loin dans les technos, les R&D autour des technologies immersives, mais qui peuvent adresser en fait différents secteurs. Hein. Ça peut adresser la santé, ça peut adresser le tourisme. Et donc, nous, on va assurer en interne, effectivement, un pont, une connexion entre les acteurs qui sont dans ce DAS numérique et le DAS machine. Puisque, comme le disait Guillaume, hein, dans le DAS machine et équipement, on va vraiment faire appel, on va s'appuyer sur des tas de briques technologiques qui seront en fait étudiées plus en profondeur dans différents DAS. Et Guillaume, je profite d'avoir la parole. Je voulais juste aussi donner un petit peu un côté pratico-pratique, puisque on a déjà entamé des échanges avec un certain nombre de fabricants de machines et d'équipements qui nous ont évoqué les sujets sur lesquels on travaille. Et on se rend compte que effectivement, on n'est pas forcément dans des projets des projets d'innovation classiques. Puisque ce qui caractérise des développements machines, à un moment donné, c'est qu'il va falloir construire des prototypes qui sont assez coûteux. Il va falloir industrialiser des machines, les déverminer, ce qui est coûteux, ce qui est long et qui rentre pas forcément dans les schémas de financement des projets d'innovation classiques. Donc, nous, on s'appuie sur nos collègues du financement pour traiter ces questions-là, trouver des solutions, mais on est aussi connecté avec l'AIF pour remonter ce genre de difficultés et essayer d'intervenir au niveau des aides publiques pour adapter les financements.
Et de la même manière, comme on est connecté avec l'AIF, on va aussi vous faire redescendre en région les enjeux, les thématiques qui sont particulièrement soutenus par l'État. Donc ça, ce sera aussi un levier d'innovation. Voilà, Guillaume, je te repasse la main. Ok, oui, merci. Merci. Les prochaines questions, alors on les prendra, on a une séquence à la fin. Là, c'est le moment du temps participatif, donc avec un questionnaire en ligne. Thomas, tu as un petit mot à dire peut-être juste sur le groupe cœur, parce qu'il y a une question associée à ça dans le questionnaire. En Oui. gros, Donc le groupe cœur, on en a parlé, hein, ça va être vraiment le cerveau du DAS. Euh, on souhaite embarquer dans ce groupe cœur des personnes qui sont prêts à donner un peu de leur énergie et donner un peu de leur temps, qui ont envie de partager. Et donc, on souhaite que vous puissiez nous le faire savoir si vous avez envie de vous engager dans ces travaux, ces réflexions à nos côtés. Vous pouvez nous le faire savoir grâce à une question qui est posée dans le questionnaire, ou autrement, on vous demande de nous envoyer par mail voilà, votre candidature. Et donc, on vous fera savoir dans quelques semaines voilà, qui on a sélectionné. ok, merci Thomas. Donc on arrive au temps où on fait appel un petit peu à vos idées, à vos suggestions via un questionnaire en ligne, donc sur l'application klaxoon.com. Le lien a été ajouté par ma collègue Julia dans chat, il me semble, ou pas encore. Non, ça va être fait. Et sinon, vous pouvez vous connecter par téléphone ou sur votre ordinateur sur l'adresse klaxoon.com et après participer à un sondage avec le code NZNNXNT ou flasher le code aussi, ça fonctionne. Voilà, le lien a été ajouté. Merci Julia. Moi, je vais me connecter aussi de mon côté pour voir la progression. Donc, on se donne pour ce questionnaire 10 à 15 minutes. Avant la séquence d'inspiration, on aura le témoignage de vous, offreurs, via l'Université de Lorraine et Solitech. Donc, je vois que ça a l'air de fonctionner parce que j'ai déjà 44 participants. Et ça a l'air bon. Alors effectivement, dans les questions hein, qu'on a posées, il y a une partie qui va nous permettre de confirmer un peu les pistes qu'on a identifiées sur la partie feuille de route, d'identifier peut-être là où il y a des actions à réaliser, des questions assez ouvertes, où on fait appel à votre imagination. L'idée, c'est de détecter un petit peu là où vous avez des freins. Voilà, quelques questions peuvent surprendre, mais n'hésitez pas à essayer d'illustrer ça. Parfois, c'est peut-être pas le bon interlocuteur. Bon, c'est pas grave, hein, vous me précisez que vous n'avez pas d'informations sur le sujet. Je pense par exemple à la question, pouvez-vous décrire un projet sur lequel vous souhaiteriez obtenir des financements? Eh bien là, on est clairement dans l'imagination de cette boîte à outils qui pourrait mobiliser les financements de manière plus claire et plus rapide pour vous. La collaboration entre académiques et industriels, là, c'est pareil, c'est détecter où est-ce qu'on peut faire du lien. Les compétences, quelles compétences sont en tension? Et la chaîne de valeur aussi, une première question au départ, pour identifier des manques, hein, potentiellement en région Grand Est. Je discutais avec un intégrateur robotique qui me disait qu'on avait beaucoup de mal à trouver des compétences pour câbler au moment de l'installation, par exemple. Donc, voilà, ça peut être intéressant d'avoir
les avis ouverts de ce type-là. Donc ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, c'est plutôt sur le fonctionnement, je dirais, on imagine pour la communauté machine, et puis l'envie de s'impliquer. On va commencer, on va dire, à 11h10. On est jusqu'à 11h20, oui. Guillaume, on aurait dû prévoir une petite musique d'ascenseur hein, pour cette pause, cet intermède. Oui, 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 c'est vrai. Moi, je vois que les résultats augmentent, donc c'est une bonne chose. On va se donner jusqu'à 11h20, puis on aura la séquence d'inspiration. On a intitulé comme suit Machine 5.0, point de vue croisé académique industriel, pour donner un petit peu corps à tous les axes de développement qu'on a donnés jusqu'à présent.
Guillaume, est-ce que tu es en mesure de voir s'il y a peut-être certains résultats qui ont une valeur statistique que tu pourrais nous partager éventuellement? Tu es sur mute, Guillaume. Oui, je peux afficher cette vue-là. Est-ce qu'on la voit? Oui. Voilà, où on voit un peu l'avancée des Donc il y a des résultats. questions ouvertes là-dedans et des questions fermées, hein. Oui, Mais tout à fait. surtout des questions ouvertes. Par exemple, sur la thématique prioritaire. Bon, Connectivité beaucoup de machine, demandes sur la n'importe. data. On fera de toute façon une restitution aux acteurs de ce qui sera ressorti de ces questions. Notamment sur les questions ouvertes. Est-ce que je vois ici, je vois pas. Bon, de toute façon, on pourra partager une petite synthèse de ce sondage Oui. Après coup. Oui, complètement. Ok, bon, le sondage reste de toute façon ouvert. Je vais repartager le PowerPoint. Ah. Le départ. On ne va pas refaire la présentation. 11h20, donc voilà, le questionnaire reste ouvert pour les retardataires et on va passer donc à la séquence inspiration. Donc, machine 5.0, point de vue croisé académique industriel, et je remercie Benoît et Bruno d'avoir bien voulu amener un témoignage pour donner corps un petit peu à cette communauté machine. Je vois que Benoît a ouvert sa caméra. Bruno aussi, voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et donc, si tout est OK, je propose donc à toi, Bruno, de te présenter pour commencer et présenter la société Solutech. Oui. Donc, je vais me présenter, je suis Bruno Velten, donc le président de Solutech. Donc, on a nos différentes activités principales sont l'automatisme, l'informatique industrielle, la robotique, et donc avec tous ces différents sujets, nous sommes aussi maintenant constructeurs et fabricants de machines spéciales. Donc, le but, c'est de développer vraiment du spécifique pour les clients, des solutions sur mesure. Nous sommes donc basés à Rosheim, on a 35 personnes, on existe maintenant depuis 21 ans. On travaille principalement sur l'Alsace parce que dans notre métier, il faut être proche des clients, réactif, disponible et effectivement être force de proposition et pouvoir effectivement très vite réagir quand on a des interventions à faire ou des mises en service à faire. Voilà, tu peux passer à... Merci Bruno. Benoît, on ne présente plus l'Université de Lorraine, mais peut-être avec l'axe Donc machine. déjà, bonjour à tous. Je m'appelle donc Benoît Yang, je suis professeur à l'Université de Lorraine. Donc déjà, effectivement, je vais essayer de cibler mon discours sur une activité qui est proche, bien évidemment, de la machine 5.0. Mais je voudrais dire aussi que même si je suis de l'Université de Lorraine, on a de nombreux contacts aussi autour de cette thématique-là, aussi bien avec l'UTT, l'URCA, l'Université Haute-Alsace, l'Université de Strasbourg. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même un ensemble de personnes qui essayons aussi académiquement de travailler autour de ces sujets de l'industrie du futur. Donc, l'Université de Lorraine, moi, je ne suis pas trop redétaillé, mais globalement, 60 labos de recherche et avec un des labos qui est mis en évidence, mais qui n'est pas le seul, donc le CRAN, labo dans lequel j'appartiens, qui est un labo
Donc, on peut décliner le A pour de l'automatisme, de l'automatisation, on va dire aussi au sens manufacturier par rapport à ce qui nous intéresse. Donc, avec toute une partie des activités de ce laboratoire-là qui sont très en phase avec le jet industrie et après, on pourrait dire avec les différents DAS qui sont proposés. Donc, mon rôle aujourd'hui au sein de ce laboratoire, mais surtout au sein aussi de l'université, c'est d'être donc un peu un référent scientifique de l'université. J'avais bien aimé aussi la notion de référent de proximité, hein. Je veux dire que je suis un référent scientifique de proximité en transition industrielle, industrie du futur. Et je voulais juste resituer un peu justement en quoi quelques programmes de l'UL ou une orientation de l'UL est tout à fait en phase avec ce qui a été présenté. Présentation que j'ai aussi vraiment appréciée, parce que ça m'a permis de bien comprendre et je suis forcément intéressé par tous justement ces mécanismes aujourd'hui offerts au niveau de la région, que ce soit à travers cette relation JET, offreur, DAS. Donc moi, ça m'a permis aussi de bien comprendre et d'autant plus important si on essaye de s'y positionner. Donc par exemple, à l'UL aujourd'hui, il y a un grand programme interdisciplinaire qui s'appelle Transition numérique de l'industrie et de la société, dans lequel une grande partie de ce programme-là est très ciblée, en fin de compte, transition industrielle. Donc, il y a une communauté interne à l'UL qui est une communauté transition industrielle. Il y a une communauté derrière qui est au sens d'une stratégie européenne de l'UL et avec un domaine fort qui est un domaine autour de l'industrie du futur. Donc ça relie bien évidemment à l'Europe tout ce qui est autour de Made in Europe ou j'allais dire Process for Planet pour des aspects aussi plus de process continu ou de process manufacturier. On est fortement impliqué autour de ça. Et à l'Université de Lorraine, il y a aussi aujourd'hui, on fait partie d'une université européenne qui s'appelle Eureka Pro, dont une mission forte de cette université européenne, c'est de promouvoir tout ce qui est autour du process automation et de l'industrie 4.0. Donc, c'est une université totalement en phase avec la thématique telle qu'elle est abordée aujourd'hui. Donc, en ce sens, elle se retrouve bien évidemment en lien avec aussi bien la partie jet numérique que jet industrie. Donc, moi, ça m'intéresse plus d'être bien évidemment actif vis-à-vis du jet industrie et des DAS, et donc avec aujourd'hui une implication qu'on voudrait assez active au niveau de ce qui est déjà un peu actif, donc machine 5.0 et organisation agile. Et donc mon rôle vis-à-vis de cette partie de référent de proximité scientifique, hein, c'est d'assurer aussi bien évidemment toute une animation au sein de l'université autour du thème, et puis après de faire le lien en termes aussi académiques dans les fédérations internationales qui sont du domaine, hein, type le CIRP, d'avoir une implication à l'Europe. Moi, je coordonne aujourd'hui un projet européen qui s'appelle AI Proficient, donc c'est l'intelligence artificielle, pardon, sur la problématique d'automatisation de machines et de maintenance de machines, avec d'autres projets que j'ai nommés, la Modapto. Je fais beaucoup d'expertise à la Commission européenne et aussi en lien avec la KIC Manufacturing, dans lequel la région est un peu impliquée, puis avec ce que j'ai noté des partenaires industriels. Donc j'en donnerai quelques mots juste après. Je réitère que les partenariats qu'on a au niveau de la région, pour nous, sont des partenariats sur la thématique majoritairement de technologie prédictive de maintenance. Voilà. Ok, merci Benoît. Donc l'idée, c'était peut-être d'illustrer un petit peu une thématique de Machine 5.0 pour chacun de vous, et je me tourne du coup vers toi, Bruno. Si tu peux nous apporter un témoignage. Une des thématiques effectivement qui rentre dans la machine 5.0, c'est ce qu'on appelle donc le jumeau numérique. Donc effectivement, sur la slide que vous voyez devant vous, on a le cheminement prévu d'une affaire, donc l'avant-vente, la commande, on a la partie conception, la conception mécanique, l'électricité, la programmation, les essais mis en route en atelier, la FAT, la livraison, l'assistance de production. Donc ça, c'est le schéma de déroulement d'un projet standard avec le planning qui tient la route. En dessous, vous voyez le cheminement réel, c'est ce qui arrive souvent. Qu'est-ce qui se passe? La conception, on dérive, la partie mécanique, l'électricité, la programmation derrière, c'est décalé dans le temps. Et après, effectivement, tout ce qui est la partie essai, finalisation, mise au point et assistance production, peut en fin de compte faire perdre beaucoup de temps sur la réalisation du projet. Donc, effectivement, on a une dérive dans le temps de réalisation du projet. C'est pour ça que le jumeau numérique, si on passe effectivement au slide suivant, donc je vous ai remis le cheminement prévu du déroulement standard.
Là où le jumeau numérique peut intervenir dans la phase de conception d'une machine, c'est déjà en avant-vente, surtout valider la cadence, le concept de la machine et présenter au client ce que va être sa machine. Ce qui actuellement est très important dans notre métier, c'est que le client, il veut déjà voir, on va dire virtuellement, sa machine en 3D pour comprendre à quoi elle va ressembler, quelle place elle va prendre dans son usine et surtout, est-ce que ce qui est proposé tient la cadence. Donc après, en phase de réalisation, donc on a ce qu'on appelle la réalisation du jumeau numérique. Donc la partie jaune, simulation, qui permet donc d'écrire le programme automate, de tester le programme automate et de tester la machine virtuellement, alors qu'elle est encore en cours de montage à l'atelier. Ce qui permet donc effectivement après de réduire les temps d'essai à l'atelier et bien sûr tout ce qui est assistance, production et mise en route par la suite. Donc ça ne peut être que du gain positif, effectivement. Donc comme je vous l'ai dit, les objectifs en conception machine, c'est une mise en service virtuelle, une mise en production plus efficace. Là où ça peut être très important, le jumeau numérique, c'est la modification de machines existantes. Là, ça s'adresse, on dirait, plus à des constructeurs de machines qui ont un parc de machines installées dans le monde entier et qui veulent, par exemple, rajouter une ou l'autre option sur la machine, mais physiquement, elle n'est pas présente. Et donc, ils peuvent en créer un jumeau numérique, rajouter l'option, la tester, la programmer et la mettre en route virtuellement avant de mettre en place les modifications réelles chez le client. Un autre point très important, c'est l'avant-vente. Très, très important, je dirais même, c'est la validation des cadences et effectivement choisir et valider les concepts avec le client. Est-ce qu'on met un robot, 2 robots? Est-ce qu'il faut un robot standard? Est-ce qu'il faut du collaboratif? Est-ce qu'il faut, en termes de taille d'automate, des axes synchrones? Est-ce qu'on met des vérins électriques ou des vérins pneumatiques? Donc, tout ce genre de choses est très important pour l'avant-vente. Et surtout, donner envie ils ont rassuré le client sur le principe qu'on lui présente que, voilà, ça, ce sera la bonne solution. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Merci Bruno pour cette illustration. Même question. J'aurais une petite question rapide là pour revenir sur la chronologie que vous évoquiez. Ça présuppose que le fournisseur de solutions a un catalogue de jumeaux numériques en stock et qu'au moment de l'avant-vente, par une espèce de simple paramétrage, vous puissiez adapter le jumeau numérique en fonction des caractéristiques attendues par le client final. Donc ça demande quand même, dans la chronologie, il y a un temps masqué qui est en amont d'avoir ce catalogue de jumeaux numériques prêts, paramétrables, qui, sur la base d'un questionnaire et d'un échange questions-réponses avec le client, peut être adapté à ses attentes. En règle générale, comment on fonctionne dans un projet en avant-vente, c'est-à-dire on est de toute façon chaque fois obligé de faire un plan. On fait, nous, une visualisation 3D de la machine. Certes, on a des bibliothèques de composants qu'on intègre, on ne va pas concevoir la machine dans le détail. Mais le but, c'est de faire quelques animations des mouvements de robots et de moteurs, de vérins, de convoyeurs, pour effectivement montrer au client comment va fonctionner sa machine. Effectivement, on ne va pas dans le détail du détail en avant-vente, mais ça nous permet de rassurer le client et de, comment je dirais, de consolider les concepts. Ok, merci. Merci Bruno. Même question Benoît, du coup. Est-ce que tu as des illustrations un petit peu de ces thématiques Ce que j'avais proposé, justement, alors c'est vrai que nous on fait aussi on a une partie recherche et innovation avec des partenaires industriels autour du jumeau numérique, mais plus dans le contexte, bien évidemment, maintenance prédictive. Ce que je disais tout à l'heure, là, ce que j'illustre, c'est plus par rapport à des thématiques de recherche, pas de l'ensemble de thématiques de recherche, entre autres du CRAN, mais c'est juste pour illustrer un peu quand même, j'allais dire, la relation qui existe quand même entre des acteurs du territoire et entre autres, j'allais dire les activités que j'essaye de coordonner de mon côté. En termes de réacteurs numériques, il est vrai que nous, on a de réacteurs numériques, pardon. En termes de jumeaux digital autour de la maintenance prédictive, par exemple, on a un très gros projet, mais il n'est pas en région. Il est avec les gens de l'EDF, puisque l'EDF cherche à faire un réacteur numérique du futur,
donc sous la forme d'un jumeau, dans lequel toute la partie maintenance, par exemple, va permettre de pouvoir évaluer des stratégies de maintenance, avoir une idée de l'obsolescence, etc. C'est un projet PIA3 qui s'appelle Réacteur numérique, mais bon, il est sur le pôle Saclay parisien. Donc, vis-à-vis plutôt des activités que l'on mène donc en région, là, j'ai illustré ça sur des activités en cours de recherche moi j'appelle ça recherche et innovation, parce que l'objectif, c'est quand même d'arriver j'allais dire, au moins à des prototypes qui soient après potentiellement utilisables, voire, j'allais dire, transformés en produits. Donc, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est des aspects de recherche et d'innovation, donc sur des parties liées à l'élaboration d'indicateurs de santé de la machine, pronostiquer l'évolution de la dégradation de la machine. Alors, machine, je vais illustrer ça un petit peu après, mais estimer le potentiel restant de la machine ou de la flotte de machines, et puis optimiser, aider à la prise de décision. Donc, on est typiquement dans le domaine, on est d'accord, du lien entre système cyberphysique, où on a la partie physique de la machine et toute cette capacité dans la partie digitale. Donc, j'ai juste illustré ça sur quelques travaux actuels. Donc, on a un partenariat avec Renault qu'on veut essayer justement de ramener aussi en région, où on travaille là sur des machines-outils, donc entre autres des grobes, et on a aussi, j'allais dire, une perspective de transposer ce qu'on fait sur potentiellement peut-être des machines Comao. Donc là, c'est dans le cadre de tests CIFRE, hein, de différentes tests CIFRE. Et l'idée de ce qu'on fait en termes de recherche et d'innovation, c'est qu'on travaille avec Renault sur une meilleure maîtrise des composants clés, des facteurs clés, pardon, tels que la qualité du produit. Donc là, c'est majoritairement des machines qui font des carters cylindres. Et en essayant de maîtriser justement qualité du produit et consommation énergétique de la machine, donc à partir d'une maîtrise de la dégradation des composants de la machine. Et donc d'arriver à éliminer tout ce qui est contrôle statistique SPC directement à partir d'une maîtrise des évolutions des dégradations de la machine. Donc, on travaille à la fois sur machine et sur flotte de machines. Un autre exemple, donc, c'est avec Continental à Sarreguemines, où là, le type de machine sur lequel on travaille en recherche et innovation, c'est l'extrudeuse qui s'appelle la Combine Line en début de la chaîne, qui permet en fin de compte de pouvoir avoir le matériau nécessaire pour former les pneus. Donc là, c'est dans le cadre d'un très gros projet, c'est le projet européen que j'ai mentionné. On a demandé à Continental de rentrer dans ce projet-là pour justement offrir des situations de travail sur des machines et donc de se servir de cas d'utilisation. Donc, c'est pour nous un vrai, j'allais dire, c'est une vraie synergie avec Continental où on essaye aussi de transposer ce que l'on fait, de travailler avec Continental pour faire progresser justement cette machine-là. Donc, ça va être principalement de l'IA, hein. Donc, on va travailler sur des représentations de type deep learning, hein, pour essayer de faire justement un pronostic de la dégradation de cette machine et puis aussi travailler sur des modèles d'optimisation de la maintenance, mais plutôt basés sur de l'apprentissage par renforcement pour essayer d'avoir vraiment une évolution, j'allais dire, de la planification de la maintenance beaucoup plus dynamique. Un autre projet donc, qui est en cours en ce moment, c'est avec SEW Usicom, donc, qui est en lien directement, bien sûr, avec le Jet Industrie, où là, on a essayé aussi avec SEW. Il y a une thèse en cours avec eCube, donc l'Université de Strasbourg aussi, qui est initiateur de cette thèse, et on a fait rentrer SEW dans un des projets européens, donc, qui s'appelle aujourd'hui Modapto. C'est un projet européen donc, qui est censé s'intéresser à tout ce qui va être la modularité des cas d'utilisation des SEW sur de la fabrication, donc bien sûr des moteurs reconfigurables. Et l'idée là, c'est justement d'essayer de distribuer autant que faire se peut de l'intelligence au niveau des composants des différentes machines. Entre autres, il peut y avoir des notions, par exemple, de taraudage, de choses de ce type, et en utilisant la partie jumeau numérique pour essayer d'avoir la vision digitale et rendre flexible d'autant plus le système en utilisant ça. Et puis, la dernière élément que je voulais citer, c'est qu'on a un partenariat aussi avec ArcelorMittal, donc sur un autre type de process là, au niveau machine, où là, on va s'intéresser pareil à des pronostics de dégradation, mais le principe, c'est donc les usines de décalaminage, donc au niveau qualité des produits. Et là, comme il y a très peu de données, donc c'est de travailler aussi sur des algorithmes spécifiques qui sont implantés après dans les solutions à base d'augmentation, de principe d'augmentation de données, et en couplant cette partie donnée avec de l'intégration de connaissances. Donc voilà, c'est quelques illustrations. Donc bien sûr, ces aspects-là, c'est très recherche finalisée, hein.
Donc, on a tout un impact de notre recherche qui est aussi évalué sur le côté impact socio-économique. Donc, on fait beaucoup de partenariats dans notre cas de figure de recherche, aussi avec des entreprises, et on essaye, autant que faire se peut, aussi de faire ça en synergie avec des entreprises du Grand Est. Voilà. Ok, merci Benoît. Et si je pose une question supplémentaire, quel intérêt du coup tu vois à rejoindre cette communauté? Qu'est-ce que tu viendrais y chercher alors? Ah bah déjà, c'est un intérêt certain, puisque moi, je m'étais aussi, ben, on en a discuté déjà pas mal autour de ça. Je trouve que enfin, dans cette chaîne de valeur entre JET, DAS, je trouve que c'est vrai que moi, en tant qu'académique, mais qui fait beaucoup de recherche finalisée, je trouve un vrai intérêt à me retrouver au sein d'un DAS qui est vraiment une entité, je pense, qui a toute légitimité et qui va permettre justement de concrétiser, j'allais dire, au moins un endroit de partage et de synergie. Ça, c'est un point pour moi important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suite à la présentation qui a été faite, je vois un vrai intérêt en termes voilà, d'académique, mais on va dire plutôt finalisé, de venir partager ce que l'on fait, et dans les deux sens, bien évidemment, hein, de se nourrir aussi de potentiellement tous les problématiques que pourraient avoir des offreurs, du moment où je pense, parce qu'il y a eu ce qui a été dit là, à un moment donné dans la présentation, qui était un peu maîtrisé, enfin, hein, R&D mature, innovante, au meilleur état de l'art. Je pense que sur certains domaines qui sont abordés aujourd'hui, je pense que nous, académiques, sur certains aspects, on peut tout à fait aussi justement redonner des éléments de ce qu'on fait, de ce qu'on voit qui marche ou qui ne marche pas. Et donc, entre autres, par exemple, je pense comme un sujet comme l'intelligence artificielle. Alors, on est d'accord aussi, hein, il y a des incohérences totales entre le jet numérique et le jet industrie, ça c'est une évidence. Mais pour moi, le jet industrie a une place super importante qui est surtout relative à la partie métier. Le numérique, c'est un peu les débats qu'on a aussi académiquement. Il y a du métier derrière les machines, l'automatisation des machines, derrière le fonctionnement de ces machines, leur consommation et autres. Et donc, toute cette partie-là, on a beau avoir des briques logicielles, il faut quand même aussi un petit peu, d'un point de vue métier, savoir les modéliser. Donc, moi, je trouve un vrai intérêt, je le redis, un vrai intérêt à participer au DAS, à la fois parce que c'est une entité qui est maintenant, a priori, si je comprends bien, très stabilisée au niveau de la région, et à la fois pour venir, bien évidemment, partager, mettre en synergie ce qu'on fait, et aussi me nourrir, enfin, me nourrir aussi, nous nourrir de tout un ensemble de problématiques. Et là-dessus, je terminerai, puisque c'était une discussion qu'on avait eue aussi l'autre fois avec Bruno, avec bien évidemment le côté aussi enseignement, compétences, hein. Je pense qu'il faut qu'on évolue aussi dans nos formations, et entre autres, on va dire à l'UL, mais je pense dans toutes les universités de la région Grand Est, en fonction aussi des besoins industriels, quoi. Et ça peut être l'occasion à l'intérieur des DAS d'être aussi en attente j'allais dire, de ces besoins-là en compétences de nos étudiants, d'évolution des compétences. Et ça, je pense que c'est aussi un point super important. Ok, Merci, merci Benoît. merci Benoît. Et moi j'ai envie, Bruno, de t'interpeller. Est-ce que avant qu'on vous présente, Bruno, est-ce que tu imaginais que à Nancy, il y avait un laboratoire comme le Cran porteur d'une telle expertise? Ouais, effectivement, avant qu'on m'en parle ces derniers jours, je ne le savais pas. Et effectivement, un des points importants aussi d'ailleurs c'est ce qui a été posé dans le questionnaire, c'est que il faut apprendre à se connaître entre offreurs, mais il faut aussi apprendre à se connaître entre offreurs et les partenaires académiques. Parce qu'effectivement, des centres de recherche, c'est très important sur différents sujets et on peut trouver des synergies ensemble sur différents projets. Et aussi, notamment, que la partie formation des étudiants correspond effectivement aussi aux besoins des industriels, hein. Ça, c'est Ouais. c'est très Tout à fait. déjà partagé avec vous parce que j'ai la chance d'être au conseil de l'IUT de Saint-Dié, donc qui fait partie de l'université de Lyon. On peut déjà aussi participer sur indiquer les types de formations dont on a besoin, nous, en tant qu'industriels derrière. Donc, effectivement, il y a à continuer dans cette démarche de connaissance entre nous. Merci Bruno.
Et puis, juste pour dire que l'ambition de notre cartographie, c'est effectivement qu'on aille faire le tour de tous les labos qu'on a dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos universités, et pouvoir mettre en avant l'expertise, mais telle que nous l'a montré Benoît. Et je voulais aussi rajouter un élément dans les actions qu'on envisage. On souhaite qu'au sein de cette communauté, on arrive à mutualiser des travaux. Et par exemple, sur les questions de jumeaux numériques, probablement que pour certains d'entre vous qui sont des PME, c'est quelque chose qui paraît très compliqué et très coûteux. Mais nous, ce qu'on va vous proposer, c'est peut-être d'essayer de monter des actions mutualisées ensemble pour vous permettre d'accéder à ces technologies plus facilement, peut-être à moindre coût. Donc voilà le genre d'action qu'on souhaite porter. Et en tout cas, utilisez nos canaux si vous avez des questions, des demandes. Faites-nous passer des messages. Merci, Guillaume, Thomas. qu'est-ce qu'on a pour Ouais. la suite? Marc, peut-être un petit témoignage à chaud sur ces deux présentations. Voilà, oui. Effectivement, à l'instant, on voit donc d'un côté une université qui fait des sujets de recherche qui doivent se transformer un jour en des moyens d'équipement, on va dire, avec non pas des gens qui font des thèses, mais des gens qui exploitent ces thèses. Donc ça, c'est une chose importante. Si on reste un peu sur le domaine de l'éducation, hein, on ne va pas parler de l'université uniquement pour des gens qui font des thèses, mais de l'éducation. Dans les industries, on a besoin de gens qui sont, on va dire, au niveau bac plus 2-3, des ingénieurs et puis quelques thésards. C'est difficile d'avoir toujours des ressources qui ont le bon niveau d'éducation. Moi, je constate aujourd'hui que on a une espèce de dichotomie qui s'améliore un peu, mais on a le spectre des compétences dont on a besoin dans l'entreprise s'élargit de plus en plus. Et donc, le système éducatif, il a sa limite, c'est de devoir former sur un spectre très large, et du coup, la profondeur manque un peu. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'on arrive à travailler avec l'éducation pour pouvoir avoir des formations adaptées à nos besoins. Alors, si on veut garder une certaine dynamique, il faut aussi que les formations aient une certaine largeur, néanmoins, pour qu'on ait des gens qui soient capables de faire un peu de la prospective. Sinon, on va transformer notre université en système par apprentissage. Je pense qu'il est très important qu'on ouvre nos entreprises. Non pas aux gens qui sont déjà au bac plus 2, 3, voire 5 ou 7, mais aux gens qui sont bien avant le bac, de manière à ce qu'on puisse faire savoir que dans l'entreprise, on peut se développer, on peut faire des choses sympas, on peut faire des choses intéressantes, on peut faire des choses technologiques. Je vois dans plein d'endroits où on parle de l'industrie, que ce soit dans l'Est ou ailleurs, le corps éducatif, pas souvent dans les entreprises, les parents ne sont pas des entreprises et les gamins non plus. Ce qui va nous amener, c'est que non pas dans 2 ans, mais dans 10 ans, on risque de ne plus avoir de ressources. Et donc, c'est du très long terme, certes, mais c'est facile à mettre en œuvre. Donc, faire visiter des entreprises, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Savoir que les entreprises peuvent partager des projets d'innovation, partager des ressources, partager des problématiques, je pense que c'est aussi vital. Donc là, on parlait d'éducation très haut niveau, hein, des thèses, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on fera l'industrie de demain. Mais pour produire l'industrie de demain, il faut aussi qu'on ait des ressources de tout niveau. Et je pense qu'on a notre responsabilité en tant qu'industriel, offreur de solutions pour nos propres ressources. Et puis aussi avoir une influence pour que nos clients puissent trouver aussi des ressources et qu'ils puissent investir dans nos équipements et s'en servir. Donc sur l'aspect éducation et je ne vais pas revenir sur le jumeau numérique, je pense qu'on a bien fait le sujet. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est que ça peut aussi servir à faire de la formation anticipée, et donc ça gagne du temps sur la mise en production, dont on parlait tout à l'heure. Ok. Merci Marc pour ce message. Il nous reste juste un petit message, Thomas, sur la timeline un peu du Jet Industrie dans son ensemble. Puis après, on passera aux questions-réponses. Voilà, donc pour l'année 2023, notre prochaine échéance importante, ce sera le 29 mars pour le lancement du DAS fabrication additive.
Alors ensuite, on ambitionne pour le DAS Machine, effectivement, on se donne 3 petits mois pour recueillir des candidatures de membres qui souhaiteraient intégrer le groupe de travail cœur. Et donc, voilà, on a positionné une première réunion de travail du groupe de travail cœur autour du mois de mai. Et dans le même timing, celle sur la fabrication additive, voilà, sera au mois de juin ou de juillet. Donc, l'événement important qu'on n'a pas indiqué là-dedans, Guillaume, c'est le 360 Grand Est, hein, puisque ce sera un grand moment pour les jets, puisqu'on va montrer à tout le monde un petit peu comment le jet se met en action avec des séquences de témoignages pour lesquelles certains d'entre vous seront sollicités. Et puis, voilà, avec l'ambition, comme je vous l'ai dit, qu'on puisse afficher notre nouveau site web avec sa cartographie. Alors, bien sûr, on vous demande aussi un peu de patience à tous, hein. On sait que ça prend du temps, mais ensuite, la population de cette cartographie, la mise en œuvre des différents outils, va prendre du temps. Mais en tout cas, cette dynamique, cette volonté est engagée. Et puis le DAS matériaux, voilà, on espère aussi au courant de l'année pouvoir organiser un lancement. En tout cas, on est en train de travailler sur le sujet pour voir comment on va l'aborder. Voilà pour ce qui est un petit peu de notre agenda. Voilà vos serviteurs. Donc en haut, les trois spécialistes de l'industrie dans le jet industrie. En bas, donc, notre directrice Isabelle Kuhn et l'équipe chargée de travailler sur les compétences, Claire Dittner, Sephora Verlet, qui sont déjà à l'action. Et puis, on vous fera savoir au fur et à mesure comment on avance sur ces sujets-là. C'est la séance de questions-réponses. Peut-être tu dis un mot sur les médias et puis en même temps, questions-réponses. Oui, alors un mot sur les médias. Donc aujourd'hui, on a ouvert une page LinkedIn depuis le lancement du Jet. Aujourd'hui, notre communauté, elle compte 322 abonnés. Alors, elle s'adresse à la fois aux offreurs, mais aussi aux industriels, parce qu'on veut aussi que ce soit un canal de sensibilisation pour les industriels, un canal dans lequel on puisse faire passer des informations sur les expérimentations, les transformations, montrer les réussites, parler de partenariats pour donner envie, pour mettre en route cette dynamique. Je vous invite à vous abonner. Si vous jugez aussi que vous avez un sujet qui serait intéressant de partager avec la communauté, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à nous faire la demande voilà, si ça rentre dans le cadre, on se fera un plaisir aussi de relayer des informations de ce type. Il existe un site internet aujourd'hui qui est assez embryonnaire, mais il permet de trouver les éléments de base, des enquêtes, les appels à manifestation d'intérêt, etc. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, si vous regardez sur le LinkedIn, on a fait une petite publication parce qu'on a reçu des personnes de l'EIT Manufacturing il y a 2 semaines. Benoît en a parlé. On leur a présenté des offreurs de la région et ils ont fait un petit peu leur marché. Ils ont trouvé effectivement 3 ou 4 entreprises qui sont vraiment prometteuses avec laquelle ils ont envie donc de créer des connexions au niveau européen. Voilà, donc on est aussi à la manœuvre là-dessus. C'est un sujet à surveiller. Jetez un coup d'œil sur les sites de l'EIT Manufacturing. Voilà, il me semble qu'on a tout dit. Donc, s'il y a d'autres questions encore qui émergent, n'hésitez pas à les poser vous nous envoyez par mail vos questions, recommandations, remarques. On les traitera avec grand intérêt. Ok. Merci Thomas. Je vois que Monsieur Barlier a peut-être une question ou un apport à nous faire. Je vois la petite main levée, là. Oui, merci.
C'était juste rebondir sur la partie jumeaux numériques et juste un court témoignage. On vient d'achever un PIA4, en fait, avec entre Cirtest, Topsolid, Méca Numérique, Real Méca. Et dans ce PIA4, en fait, on a développé un jumeau numérique sur la solution de fabrication additive par stratoconception, un jumeau numérique sur la robotisation, sur l'automatisation. Et en fait, ce jumeau, donc on pourra à l'occasion vous montrer quelques images vidéo. Ce jumeau, particularité, il part de la conception d'une pièce. Donc conception de la pièce, simulation de la fabrication additive. Ensuite, simulation de la robotique de la machine, simulation du pilote machine. Et originalité, on fait un remontage 3D de la pièce, c'est-à-dire on fait en virtuel le montage 3D de la pièce qui au départ est une pièce, soit une maquette, soit un prototype, soit un outillage, et particulièrement de grande dimension. Et ce jumeau, en fait, il pilote notre Stratoto. Et notre machine Stratoto, c'est une machine qui aujourd'hui en démonstration fait 11 mètres et entièrement robotisée. Voilà, donc j'aurais vraiment un plaisir à soit vous inviter, soit vous montrer évidemment une vidéo de cette machine. Et mon commentaire, il est qu'on a eu ça a été un gros boulot. Je rebondis, je découvre les compétences de l'Université de Lorraine et pourtant c'est un partenaire proche, et donc j'ignorais un petit peu. Mais simplement aussi vous dire on travaille avec le PFL à Lausanne, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en particulier sur la partie intelligence artificielle et jumeaux et développement sous Topsolid. Voilà, c'était simple petit témoignage que je voulais vous faire. Et j'apprécie beaucoup tout ce travail qui est fait dans le DAS machine, évidemment. On y est intéressé. Merci. Hein. Je l'ai dit à Thomas à plusieurs reprises déjà. Super. Merci, Merci Claude. pour le témoignage. Oui. Si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. Oui, Thomas, vas-y, alors, oui. alors on a répondu à un certain nombre de questions dans le chat. Toutefois, il y en a peut-être certaines qui méritent d'être reprises. En dehors des aspects équipement, il y a des besoins au niveau process de conception prenant en compte l'incertitude sur la demande de sécurité au travail, etc. Alors oui, sur le périmètre, clairement, tout ce qui concerne la conception, ça va être pris en compte. Pourquoi ça s'appelle machine 5.0? Parce que justement, la dimension de l'humain, on veut pousser nos offreurs concepteurs de machines à l'intégrer le plus tôt possible dans la conception de leur machine. Guillaume, tu peux peut-être remettre la slide de la chaîne de valeur pour qu'on visualise ça. Le travail qui a été fait sur cette chaîne de valeur, il a été fait en partenariat avec le Gimélec, il y a eu différents échanges, donc on vous partagera ce document, mais vous verrez qu'on a vraiment essayé de se projeter, dans l'avenir en tenant compte de ces dimensions humaines, de la dimension environnementale. Voilà, on va faire passer un petit post sur un nouvel offreur qui se lance sur l'économie circulaire de composants de machines. Donc, suivez la page LinkedIn. On va publier ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Toute cette dimension recyclage, voilà, on veut aussi l'intégrer. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Cybersécurité, évidemment, et ça, ce sera fait en coordination avec le DAS Cybersécurité, qui est vraiment monté en puissance opérationnelle, hein. Beaucoup d'actions autour du DAS. Oui, donc campus des métiers et des qualifications. Oui, on est en contact donc avec les campus des métiers et des qualifications et donc tout cet axe compétences, voilà, c'est aussi, il y a une dynamique qui est en route. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être à l'oral encore? Je ne vois pas de main qui se lève. Peut-être, Marc, on voudrait en tout cas vous laisser le plaisir peut-être pour le mot de la fin. Voilà, mais effectivement, le mot de la fin, on est parti de manière très théorique ce matin avec les diagnostics, quelque chose, un système qui est assez complexe. Je crois que ça a été bien décomposé, bien décrit.
Là, on arrive sur un domaine d'activité stratégique avec des offreurs qui ont leurs propres besoins, qui identifient les besoins des clients. Je crois qu'on est arrivé dans le factuel, on est arrivé dans l'action. Et bon, il y a eu tout ce travail de développement organisationnel derrière le développement stratégique qui a été fait dans la région. Et là, je crois qu'on a un outil pour qu'on transforme ça en action factuelle, en développement de business, en développement de techno, à la fois dans la région, à l'intérieur de la région, entre nous, et puis à l'extérieur de la région pour la faire rayonner, autant en France qu'à l'export. Donc, je crois qu'on a un bel outil, et puis il n'y a plus que à ce qu'on ait des gens qui soient actifs pour qu'on transforme tout ça en action pour notre propre profit. Et je crois qu'on a cet outil. Et le nombre de participants. Merci à tous autant Merci, que Marc. vous nous avez donné. Merci. Et donc, on vous envoie le support de la présentation. Et puis, voilà, et ben, on va rester connectés dans les semaines qui vont venir. Au plaisir de vous revoir les uns les autres. Merci. Merci à Merci. tous. Et Merci, bon appétit. bonne Au journée. revoir. Merci Au à revoir. tous. Merci à tous. Au revoir. Très Au bonne revoir. journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Oui. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir. Au revoir.